Le Diag vous présente ses partenaires. Bonjour Evelyne, tu fais partie des partenaires historiques Le Diag, là, puisque tu étais là dès le départ de notre aventure. Alors, je crois que tu travailles beaucoup sur les risques psychosociaux, en particulier dans le domaine de la santé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes modes d'intervention et tes sujets de prédilection? Oui, Pablo, merci beaucoup. Alors, nous travaillons depuis 2009 sur les risques psychosociaux, depuis la loi santé au travail, et nous intervenons pour tout type d'entreprise sur l'ensemble du processus, hein, depuis donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour mettre en place la prestation, jusqu'à l'évaluation du plan d'action que nous concevons avec les collaborateurs. Donc, on est rodé à ce processus à l'aide de différents outils, dont évidemment le Diag. Nous procédons donc à un diagnostic avec les collaborateurs des éléments qui favorisent les risques psychosociaux ou qui détériorent la qualité de vie au travail. Puis ensuite, de façon participative, nous concevons le plan d'action dans une deuxième étape. Et ensuite, nous aidons au déploiement de ce plan d'action en définissant des indicateurs de résultats. C'est ça qui nous différencie des autres cabinets. Puis, nous procédons l'année d'après à une évaluation avec la DRH, quitte à revenir sur certaines actions. Et nous contribuons aussi à inclure ce plan d'action et les résultats qui sont obtenus, puisque nous avons défini des indicateurs, dans le document unique. Et nous aidons les entreprises également à rédiger le volet risques psychosociaux du document unique. Et ça nous permet ainsi d'être dans une boucle vertueuse d'amélioration continue de la qualité de vie au travail. D'accord, oui, une boucle que les qualiticiens connaissent bien. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les organisations, quelque part, sont confrontées à la transformation digitale, l'évolution du numérique. Alors, j'aimerais avoir ton avis sur une infographie là, qui est issue du Diag, des résultats qu'on a pu enregistrer, parce que certains acteurs pensent que dès qu'on met en place du digital, tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, alors que quand on leur demande, effectivement, est-ce que le management a évolué positivement avec la mise en place des outils digitaux, on est finalement qu'à 35% d'avis positifs. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour toi, ce chiffre un petit peu faible, hein, un petit peu plus d'un tiers des personnes seulement? Alors, moi, je ne suis pas informaticienne, donc je recueille simplement l'avis des collaborateurs qui est très mitigé. Alors, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette statistique parce qu'elle nous montre qu'en fait, il y a quand même 65% de personnes qui ne sont pas si satisfaits que ça du digital. En fait, ce que nous voyons, nous, dans notre pratique, c'est que parfois, ça complexifie plus que ça ne simplifie les pratiques de travail entre les différents collaborateurs. À savoir que mettre en place une solution informatique pour dire nous sommes passés au digital n'est peut-être pas systématiquement la bonne solution et qu'en amont, il y aurait besoin d'une réflexion pour savoir ce qui est effectivement demandé et utile pour les collaborateurs. Donc, on est toujours en fait sur, j'allais dire, cette demande des directions générales parce que ces tendances, ça leur est demandé, mais qui ne correspond pas au final systématiquement aux besoins des collaborateurs. D'accord, oui, c'est vrai qu'il faut les écouter, les collaborateurs. D'ailleurs, c'est bien la philosophie d'outils comme le Diag là, qui permettent de leur donner la parole. Alors, je crois que tu as déjà aussi commencé à utiliser la base de données universelle, la bonne pratique pro, pour commencer à enregistrer ce que tu as vu d'intéressant dans le domaine des RPS et de la qualité de vie au travail. Tu as des grands axes qui émergent sur ces domaines-là de risque de RPS et de l'évolution de la loi? Je te remercie, Pablo, de ta question parce qu'elle me semble très importante à double titre. Déjà, d'avoir une base de données qui va permettre aux entreprises de pouvoir, pourquoi pas, puiser des idées. Et puis, je voyais un petit peu plus loin, ça c'est par rapport à une vue antérieure, également pour la recherche en gestion, ça pourra nous fournir aussi des pistes par secteur pour voir comment les entreprises rentrent dans certaines bonnes pratiques. Alors, puisque tu évoquais le management, moi, je vois beaucoup au niveau de l'organisation des pratiques
pour réduire le circuit décisionnel, autrement dit pour redonner plus d'autonomie aux managers, plus d'autonomie aux collaborateurs et également décloisonner les services. C'est ce que je vois au niveau de l'organisation d'une façon globale. Alors ça, on le retrouve également dans les plans d'action qu'on évoquait, puisqu'aujourd'hui, on a quand même un recul d'une dizaine d'années sur la QVT. Il y a quand même des accords qui ont été signés et c'est dans ces accords QVT qu'on peut retrouver les bonnes pratiques et qu'on va retrouver justement un focus sur l'organisation. Donc, j'allais dire, ça, c'est quelque chose vraiment de constant dans tous les types d'organisation. Après, suivant les secteurs, on va trouver des pratiques qui correspondent beaucoup plus aux problématiques du secteur. Et alors, je voulais évoquer justement le passage de la QVT maintenant à la QVCT, qui est inclus dans le Code du travail là, depuis 2020 maintenant, depuis 2 ans, et qui est en fait un retour aux pratiques qu'on avait auparavant, pas seulement sur le management, mais ne pas oublier que la QVT, c'est aussi les conditions de travail physique et la prévention des risques. Et dans certaines entreprises, notamment la logistique et la restauration collective, on s'aperçoit que au niveau de la qualité de vie au travail, c'est pas tant le management, puisqu'on est sur des modèles d'organisation qui évoluent peu, qui sont relativement, j'allais dire, connus et qui demandent des process particuliers peu évolutifs. Donc, j'allais dire, c'est en termes de qualité de vie au travail, c'est vraiment au niveau des conditions de travail physique et de la prévention des risques, on va pouvoir avoir des gains. Et notamment aujourd'hui, on s'intéresse toujours aux troubles musculo-squelettiques qui sont toujours présents, aux risques chimiques et aux chutes. Et je pense qu'on pourra gagner en qualité de vie au travail dans ces secteurs-là particuliers en s'intéressant davantage à la prévention. Donc oui, merci Evelyne de nous avoir rappelé effectivement que la loi a évolué avec la QVCT. Donc pour rassurer nos auditeurs, en fait, le diagnostic, le diag est totalement compatible avec cette nouvelle loi puisqu'il couvre des choses bien au-delà de la qualité de vie au travail stricte avec les procédures, les processus, les outils digitaux et vous avez même à votre disposition un label QV2T qui vous permet d'afficher vers l'extérieur tout ce que vous faites de bien en matière de qualité de vie au travail à l'intérieur. Donc, booster votre marque employeur ou aussi gagner des points dans les appels d'offres pour ceux qui en ont besoin. Voilà, donc merci Evelyne, merci pour ta confiance et ta participation au réseau Le Diag depuis le début et puis à bientôt. Au revoir.